Ça faisait un moment que j'attendais ce moment, ça fait je sais même pas combien de temps, ça fait plus d'1 an qu'en gros mon jardin gourmand, donc mon jardin sauvage qui se trouve juste derrière, il est enfin en route. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui, c'est la plantation. On va planter quelques petits arbustes, mais on va pas tout planter parce qu'on est au mois de... On est au mois de janvier, depuis pas longtemps mais on est au mois de janvier. Et donc c'est le moment, c'est la période pour planter nos arbres arbustes. Alors je vais vous expliquer tout ça dans les détails, mais en gros aujourd'hui on va pas pouvoir planter tout ce que je veux dans le jardin gourmand. Aujourd'hui on va juste s'occuper des arbustes et tout ce qui est herbacées, tout ce qui est aussi semis de graines, de tout ça, vous allez voir j'ai plein d'idées, mais c'est pas encore tout de suite. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il se passe des choses un petit peu tout le temps. Il faut être quand même vachement patient, on va pas se mentir. Il faut que je m'organise pour pas parler trop et pour parler bien. Donc normalement, cette vidéo, elle sort après le projet MAR. Donc si vous n'avez pas vu toutes les vidéos sur mon jardin gourmand, je vous invite vraiment à aller les voir parce qu'en fait, il y a toutes les étapes. Il y a un petit peu l'étape où je laisse toute la fleur spontanée pousser. Dites-vous que cet été, toutes les plantes, ici, étaient plus hautes que moi à peu près. Elles faisaient 1,80 m. C'était un truc de fou. Donc là, j'ai tout fauché pour repartir un petit peu de plus belle, mais en laissant donc les insectes en sécurité, en laissant notre sol un peu tranquille et en laissant quand même une certaine taille à nos herbes pour que ça se développe bien au niveau du sol, mais aussi pour remettre une compétition en jeu pour le prochain printemps. Donc là pour moi c'est quand même un moment hyper important puisque c'est le moment où du coup on va planter nos arbustes et en fait il va falloir que je réfléchisse extrêmement bien pour savoir où est-ce que je vais mettre mes arbustes. Il va falloir que je sois assez intelligent, enfin en fait pas vraiment, il va juste falloir que je suive des consignes en fait, des exigences de mes plantes qu'il va falloir que je suive assez bien parce qu'en fonction des espèces qu'on va avoir, je vais vous les présenter juste après, et on va avoir des besoins qui sont assez différents, que ce soit au niveau de l'ensoleillement, au niveau du sol, au niveau de ces choses-là. Ça va ? Donc je disais, mon papa est venu me voir vite fait pour voir un peu ce que j'avais acheté. Il faut que je reprenne. Première chose à faire, en fait ça va être faire de la sélection de ce qu'on veut, de la sélection d'espèces en fonction de notre type de sol, de notre climat bien évidemment. En fait des fois on a tendance à peut-être un petit peu trop vouloir certaines espèces parce qu'elles sont atypiques, parce qu'elles sont sympas, parce qu'elles sont jolies. Mais derrière, on oublie un petit peu le fait que là où on est dans notre climat ou avec notre type de sol, ça va pas vraiment fonctionner. Il faut essayer d'établir quel est votre type de sol. Alors moi je le connais pas extrêmement bien, mais je sais à peu près de quel type il est. Il y a des cartes qui existent, il y a des moyens de se renseigner sur votre endroit où vous êtes pour savoir à peu près votre type de sol. Moi, je suis en région centre, donc on est en climat continental à peu près. Ici, on a un sol qui est très argileux, qui est très lourd, où l'eau est pas très bien drainée. On a tendance à avoir de l'eau qui stagne facilement. On est sur les plateaux calcaires. Donc, on a déjà pas mal d'informations en fait sur nos plantes et ça va faire déjà une belle sélection. Alors c'est vrai qu'après, on va avoir les exigences secondaires, si je puis dire, c'est pas vraiment secondaire, elles sont autant importantes. La température, l'ensoleillement, l'humidité, et donc tout ça c'est en fonction de où on se situe. Ce qu'il faut faire attention, et c'est là que moi aussi je vais faire attention à tout ça, quel est l'ensoleillement ici? Donc je sais que moi le soleil se lève par là, il se couche là-bas, donc je sais à peu près quel va être l'emplacement parfait si je veux de l'ombre, si je veux plutôt du soleil. Maintenant, je stresse un petit peu quand même parce que en fait j'ai envie que mes plants y prennent bien, et j'avoue que j'ai jamais fait trop de plantation. J'ai déjà aidé un petit peu mon père au jardin, mais j'ai jamais trop compris quelle technique fallait faire pour bien le paillage, tout ça c'est des choses que je connais pas trop, le paillage, même l'enrichissement aussi du sol. Donc écoutez, je vais sûrement faire des erreurs dans cette vidéo, c'est sûr et certain. Je vais essayer de faire au mieux, c'est la première fois que je fais ça, la première année, donc on va apprendre avec ça, comme d'habitude. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos aussi, c'est pour apprendre, pour échanger avec vous dans les commentaires. Donc comment on recrée un jardin forêt, un jardin gourmand. Donc c'est ce livre-là. Si jamais vous voulez tester un petit peu de faire quelques expériences de jardin gourmand, de jardin forêt, c'est vraiment pas mal, et même pour des petites échelles comme moi, là ce que je vais faire, c'est vraiment extra, il propose énormément d'espèces, énormément de conseils. Et donc moi j'ai regardé un petit peu les caractéristiques des plantes, et donc je vais vous dire maintenant à peu près ce que j'ai choisi. On a 1, 2, 3, on a seulement 4 espèces différentes, dites-vous, mais en fait on est sur une zone de 200 mètres carrés. Donc j'ai des contraintes techniques dans mon jardin gourmand, c'est qu'il y a toute une zone où il y a, je sais pas comment on appelle ça, mais une sorte de nappe dans le sous-sol. Et donc en fait je peux pas mettre d'arbres ou d'arbustes avec des longues racines parce qu'en fait sinon ça va aller faire des trous dans les tuyaux, on va avoir des gros problèmes. Donc il y a déjà toute une zone où je peux pas planter. C'est pour ça que niveau arbuste, on va pas avoir non plus énormément de choses. La première
espèce que j'ai choisie, c'est le grenadier. Donc grenadier, c'est Punica granatum, et donc de la famille des Lytracées. Donc le grenadier, c'est cette petite plante juste ici. Donc c'est cette petite plante. Alors là, ça sert un peu à rien que je vous le montre, hein. On est clairement en hiver, il ne se passe absolument rien. Et il y en a un deuxième qui est juste ici. Donc ça, c'est les deux mêmes plants. L'avantage d'avoir deux plants, c'est que pour la pollinisation, c'est vraiment pas mal. Au minimum d'en avoir deux, ça va permettre d'avoir une diversité un peu génétique et ça va permettre d'avoir plus de fruits et aussi plus de fleurs. Donc pour vos insectes, c'est pas mal, mais surtout pour la reproduction de ces arbres, c'est vraiment bien d'avoir au moins deux spécimens. Une deuxième plante que j'ai choisie, c'est l'Akebia, donc Akebia kinata. Ça, c'est pas un arbuste. Oh là. Ah, et là, on voit un petit peu les feuilles, donc c'est plutôt sympa. Donc Akebia kinata, qu'est-ce que c'est? C'est une plante grimpante, donc ça c'est trop cool. Je vous montre, j'avais mis plein de petits marque-pages et tout ça. Donc ça c'est le fruit là que vous voyez. C'est un fruit très pulpeux, sucré apparemment, donc ça a l'air plutôt pas mal. Jusqu'à 20 mètres de long, ça peut faire, donc ça c'est trop cool. Donc l'Akebia, c'est pareil. J'ai pris deux plants d'Akebia. En fait, ça m'est revenu assez cher quand même. Le tout, je l'ai payé quand même 75 €. Alors je suis allé les chercher dans une pépinière. Bon, il y aura quelques images. Bon, on se retrouve dans l'étape de la plantation. Enfin, c'est pas vraiment l'étape de la plantation, c'est plutôt l'étape où on va choisir nos petits arbustes, nos petites plantes pour notre jardin gourmand. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, on fait le petit choix de plantes. Il y a plein de trucs. On va se balader, on va choisir des trucs, ça va être hyper cool. C'est une pépinière qui est bio, c'est une pépinière qui fait tout soi-même. Donc franchement, je pense que j'ai une qualité qui est vraiment super, qui est ultra locale. En plus, c'est juste à côté de chez moi. Je les ai payés cher, mais je pense que c'est de la bonne qualité. Donc deux Akebia, pourquoi? Parce que pour la reproduction, c'est pareil. Avoir deux Akebia, c'est indispensable. Je découvre, honnêtement, ces plantes-là, je les ai jamais utilisées. Et donc le dernier, c'est Lycium barbarum ou goji. Donc c'est ce qui fait les baies de goji. Donc ça, c'est trop cool. Et pareil, j'ai deux plants, toujours mieux pour la reproduction des plants. Et puis voilà. Ce qu'on peut essayer de faire après, j'ai lu qu'une fois qu'on avait nos fruits, donc là, il va falloir attendre un petit peu, je pense, mais on peut récupérer les graines et faire ses propres semis. Ça peut être très très cool aussi. Donc tout ça, c'est des arbustes. Pourquoi des arbustes du coup? Ça permet que ce soit pas trop grand, que du coup, ça pousse aussi assez rapidement. Et surtout, ça permet de ne pas prendre trop de place parce qu'en fait, j'ai que 200 mètres carrés. Donc 200 mètres carrés, vous mettez un arbre, il y a quasiment plus de place, donc ça va être compliqué. Et puis après, on a un petit poireau perpétuel. Là, je me suis fait un petit kiff. Je trouve ça trop cool. Un petit poireau perpétuel. Je vais voir un petit peu comment je vais le planter. Ça ressemble à ça. C'est ça, ça ressemble un peu à des herbes pour le moment. Donc quand je dis perpétuel, ça veut dire qu'en gros, ça fait partie des légumes pérennes. Ça veut dire que c'est des légumes qui sont là toute l'année et ça c'est vraiment cool. C'est pas les légumes qu'on va acheter en jardinerie, c'est des légumes qui sont capables de rester toute l'année, de repousser, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Moi c'est ce que je voulais. Je voulais pas des espèces comme certaines espèces qui à la fin de la saison meurent et on les revoit plus jamais. Maintenant qu'on sait tout ça, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup quand même ce que tu plantes là. Et effectivement, c'est pas beaucoup. Déjà, ça m'a coûté assez cher, donc je pouvais pas me permettre de faire un truc de malade non plus, parce que y a le coût aussi derrière. Mais ce ne sont pas les seules plantes que je vais acheter. J'en ai déjà 2 ou 3 en tête. Déjà, au niveau des herbacées, je compte acheter au moins 2 ou 3 espèces d'herbacées qui vont se développer sur mon terrain. J'aimerais bien prendre des fraises sauvages par exemple, les mettre en couvre-sol et permettre d'avoir du coup des fraises bien évidemment. J'aimerais aussi avoir des lianes, donc j'ai regardé un petit peu mais c'est pas la saison, l'épinard du Caucase. Donc l'épinard du Caucase c'est une espèce de plante où en fait on va pouvoir sur la liane récupérer les feuilles et se faire des épinards en fait. Donc c'est trop cool, j'ai trop envie de tester ça. Il y a aussi un arbre à haricots bleus, donc ça je trouve ça trop cool. Il faudrait que j'essaye de retrouver où est-ce qu'il était. Decaisnea fargesi ou fargesi. Et c'est l'arbre aux haricots bleus. Et ça a l'air vraiment extra. Voilà. Il y avait aussi la roquette vivace qui m'intéressait. Enfin bref, je ne vais pas tout faire parce que sinon ça va être très long. Mais en gros, on a beaucoup de plantes qui m'intéressent. Il faut savoir que la plupart des plantes qui m'intéressent sont originaires de pays tropicaux ou de pays plus chauds.
avec d'autres climats. Il faut savoir qu'on est dans un changement d'air, entre guillemets, un changement climatique, qui fait qu'il y a plein de plantes qui, dans nos climats d'aujourd'hui, commencent déjà à avoir de gros problèmes de croissance et qui, dans les années à venir, va s'empirer. Donc, les plantes que j'ai choisies, c'est des plantes qui souvent sont très rustiques. Alors oui, c'est pas des plantes locales, c'est des plantes un peu exotiques, mais qui s'adaptent très bien au climat aujourd'hui et qui s'adapteront encore mieux après. Je sais que j'ai déjà discuté avec certains qui sont agroforestiers ou qui cultivent de la plante sauvage, de la plante comestible, et j'ai déjà eu des échanges comme quoi le fait de prendre des plantes tropicales, c'est pas forcément le meilleur truc et qu'on a plein de plantes locales. Oui, on a plein de plantes locales, c'est vrai. Et d'ailleurs, je vais en utiliser, et il y en a déjà qui sont présentes dans mon jardin, que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, qui sont comestibles. Mais aujourd'hui, j'ai aussi fait le choix de prendre des plantes qui sont aussi tropicales et qui sont peut-être aussi adaptées au climat qui va arriver. Bref, j'ai beaucoup parlé. Le montage, il va falloir que je sois très fort là. Comment ça va se passer? Il va falloir que je choisisse l'emplacement de chaque plante. Une fois que j'ai choisi l'emplacement de chaque plante, on a ici du compost maison. Donc ça, c'est du compost qu'on fait depuis plusieurs années. J'en ai pris un petit peu. Et on viendra mettre un petit paillage en feuilles. Je voulais faire un paillage en noisetier broyé, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc ce que je fais, c'est que je commence par des feuilles et après je viendrai peut-être rajouter ou enlever et mettre du BRF. C'est un paillage naturel et souvent on utilise du noisetier broyé, donc c'est du bois vert qui vient se décomposer, qui vient nourrir la microfaune, tout ça. Bref, c'est ultra intéressant. Je vais pas rentrer trop dans les détails, même si je l'ai un petit peu fait. Donc voilà, let's go. Bon, donc en gros, je vais essayer de parler un petit peu moins parce que j'ai beaucoup parlé et je vais essayer de faire une explication et après, je pense que j'irai un peu plus vite. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, n'hésitez pas à me dire. Pour les prochaines plantations, ça peut être intéressant. Moi, ce que je vais faire, ça va être assez simple. D'enlever le pot, bien évidemment, d'enlever un petit peu de terre, mais de garder, on peut la garder. On vient faire un trou avec notre pelle, un trou qui est 1,5 fois plus grand que les racines. Et surtout, on va pas mélanger les horizons de la terre, c'est-à-dire les différentes couches qu'on va creuser, on va essayer de les remettre les unes sur les autres dans le bon ordre qu'on a enlevé en fait. Ce qu'on m'a dit aussi, là-dedans, on a du compost maison. Donc ça, c'est du petit compost qu'on a fait. Donc vous pouvez voir qu'il est bien noir, bien beau. Bien beau, je sais pas s'il est beau. Ouais, donc ça, c'est du compost maison, donc il y a encore quelques bouts de peau, de légumes, de choses comme ça. On m'a dit que quand on avait un sol assez pauvre, ça pouvait être pas mal quand même de mettre sur la première zone, sur les premiers centimètres, de mélanger un petit peu avec du compost pour bien faire partir la plante. Et après, on met un paillage pour éviter d'avoir trop de compétition avec ce qui se passe autour, sans trop serrer le tronc. C'est-à-dire qu'il faut laisser respirer quand même le tronc. Et tout autour, on viendra pailler sur, à mon avis, au moins 30-40 cm pour qu'il soit vraiment tranquille. Ici, vous pouvez voir que c'était une zone où j'ai fauché et où on a presque un paillage déjà naturel. Ça, c'est de la carotte sauvage. Elles étaient énormes. Elles faisaient plus de 2 mètres de haut et elles se plaisaient de ouf ici. Et ça va être trop bien de mettre cette plante juste ici. Et vous allez voir que du coup, en fait, on va la laisser avec toutes les autres racines, se connecter avec les mycorhizes, avec tout ça. En fait, on va pas tout labourer pour avoir une terre parfaite. Le seul truc que je sais pas, c'est est-ce que je dois mettre une protection autour pour éviter qu'ils viennent se faire grignoter. Voilà, let's go. Ici, on va se faire un trou là à peu près. Donc là, la terre ici est très meuble, donc ça c'est cool. Alors là, il faut que je me concentre pour pas faire de la merde. Voilà. Pour l'instant, je pense pas faire de bêtises. Ça se trouve, j'ai déjà fait des bêtises. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de compost qu'on va essayer de mélanger à notre terre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, je vais chercher un tas de feuilles et on le laisse tranquille en fait. Donc là, on vient en mettre vraiment là. Et autour, on laisse un petit espace. J'ai vu que c'était pour pas faire pourrir le tronc apparemment. Hop. Bon bah lui, il est planté. Next one. Donc là, ici, je vais mettre le deuxième bête goji. Voilà, la terre, elle est tellement molle. Ah, il y a du ver de terre, ça c'est cool. Ah, il y a des larves et tout, trop bien. On va mettre un peu de compost. Donc on va essayer de mélanger au tout. Là maintenant, je vais planter l'akébia. Rapidement, juste pour vous dire un petit peu ce que je voudrais tenter. L'akébia, c'est une liane ligneuse, donc c'est-à-dire qu'elle produit du bois. Et l'idée de cette liane, c'est
Déjà, elle donne des gros fruits. Je vous mettrai quelques photos. Et en plus, on peut aussi manger les jeunes pousses. Donc ça, c'est plutôt cool. L'idée, c'est de faire un trou près du grillage. Et qu'en fait, la kébia, elle se retrouve à aller un petit peu dans tous les sens autour du grillage. Et pourquoi pas, ce que j'aimerais bien, c'est l'emmener un petit peu vers l'abricotier qui est juste là. Donc là, il y a un gros abricotier. Elle aime bien les sols riches et drainés. C'est-à-dire le contraire de ce que j'ai, donc ça c'est cool, mais elle s'adapte bien à tout type de sol, c'est pour ça que je l'ai prise quand même, notamment au sol calcaire. L'idée ça va juste d'être de lui ramener pas mal de compost tous les ans ou plusieurs fois dans l'année, je ne sais pas trop encore quel apport je vais faire. Hop, on a une belle motte là. Donc là, il y a pas mal de racines. Hein. Donc là, on a fini de planter nos petits akébia et nos baies de goji. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Le poireau perpétuel et les 2 grenadiers. Le poireau perpétuel, ce que j'ai envie de faire, en fait, il va pas être tout seul, le poireau perpétuel. C'est juste que là, c'était le moment de le planter. Je vais essayer de rajouter quelques herbacées, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc peut-être 2-3 espèces, je pense. En plus, ça ressemble plus à rien le jardin là, parce que tout est fauché. Mais à la base, si vous voulez, il y avait une allée qui passait comme ça et une allée qui passait derrière. Ce qui faisait que tout le rond où je suis là, tout ce rond, et ben en fait c'était un espèce d'îlot on va dire. Et il y avait toutes les grosses rumex, donc rumex obtusifolius, donc avec les énormes feuilles qui faisaient des belles fleurs rouges. Et on avait tout ce qui était carottes sauvages, et on avait aussi quelques érigérons. Et en gros ici ça montait vraiment très très haut. Et moi ce que je kifferais, c'est qu'en fait tout soit en flore spontanée, c'est-à-dire tout derrière soit en flore spontanée, etc. Et qu'ici, on a un petit îlot qui soit quand même, on va dire, du coup, assez maintenu, où on va maintenir une zone ouverte sur un petit cercle comme ça, peut-être un petit peu plus grand. Et on va venir avoir, pas un potager, mais quelques espèces type légumes, genre du poireau. Par exemple, je pensais aussi à quelques courges, pourquoi pas de la roquette vivace. On a de l'oseille, donc de la rumex acetosa. Donc ça va être des trucs qu'on va pouvoir cuisiner, qu'on va pouvoir manger. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, mon petit poireau perpétuel, je vais le faire pousser quelque part par là. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que je l'oublie et qu'il n'y ait pas trop de compétition tout autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur toute une zone là des feuilles pour éviter qu'il y ait trop de trucs qui poussent ici. Sinon, dès que le printemps va arriver, j'aurai même pas le temps que ça va tout pousser. Let's go pour le poireau. Là, on a beaucoup de mousse ici. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est un endroit assez humide. Donc là, bon, j'enlève quelques racines, forcément. Je suis obligé pour défaire un peu ça. Ah si, ça sent le poireau de ouf en fait. Ah putain, j'ai pratiquement plus de compost. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tout autour, on va mettre plein de feuilles. Mais genre, vraiment, pour garder cet endroit, je pourrais mettre une bâche, je pourrais mettre des cartons aussi. Et puis ça prépare le sol en même temps. Est-ce que je peux pas prendre des morceaux de carottes sauvages pour dire qu'ici, attention, il y a quelque chose qui pousse. En fait, j'hésite à faire une protection parce que j'ai pas envie qu'il y ait des trucs qui viennent le bouffer. Je sais pas si ça protégera de grand chose. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je fais. Et là, il y a personne qui passe. Ça, c'est un truc pour vénérer le poireau, vous voyez. Et là, il va bien pousser comme ça. C'est beau en plus. Ce qui est cool, c'est que ici, par exemple, juste à côté du poireau, je pourrais peut-être planter une salade ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que ça peut être pas mal de ramener encore des feuilles par là-bas. D'abord, je vais planter les grenadiers et je vais aller rechercher un peu de compost. Je sais pas trop si vous avez arrivé à vous repérer un petit peu, parce que je zigzague un peu avec les plantations. En gros, on a le poulailler qui est là-bas. Juste là, on a le rond avec justement le poireau qu'on vient de planter. Là-bas,
on a l'akébia qui est proche du coup du grillage que j'avais planté. Juste ici, on avait une des premières plantations, notre baie de goji, juste là. Et ici, juste à côté du coup, on va se mettre notre grenadier qui va pousser à peu près, on va dire ici, dans cette zone-là. Donc là, grenadier. Ok. Yeah. Et donc le dernier endroit, j'avoue que en fait j'ai l'impression de ne pas planter beaucoup, mais ça me prend beaucoup de temps. Le dernier arbre, je vais le planter à peu près ici. Alors pourquoi? Deux choses, le soleil arrive par là, donc c'est vraiment pas mal. Il y a une bonne partie de la journée où il y a le soleil. Deuxième chose, on a tout un espace ici qui a été agrandi, c'est-à-dire que de base, ça devait s'arrêter, ça devait faire même comme ça, si vous voulez. Et là ça s'arrêtait pile là où il y a la caméra. Et en fait j'ai réussi à gratter un petit peu tout ça. Donc il y a à peu près peut-être, je dirais 25 mètres carrés en plus. Donc c'est clairement pas mal. Et en fait du coup ici, il n'y a rien de planté. Par contre, des avantages, c'est que toute cette partie, là où il y a aussi l'akébia, et ben en fait toute cette partie-là n'a pas eu de flore spontanée. C'est-à-dire qu'en gros, ici, l'année dernière, on tondait la pelouse. On a arrêté de tondre, je crois que la dernière fois c'était fin de l'été, donc fin août. Et là, depuis fin août, on n'y a pas touché ici. Alors que toute cette partie, derrière jusqu'au poulailler, ça fait plus d'1 an qu'on n'y a pas touché. Donc si vous voulez, le sol n'est pas du tout au même niveau. C'est-à-dire qu'ici, là où il y a eu toute la flore spontanée, on a un sol qui est beaucoup plus poreux, parce qu'on a eu plein de plantes, donc beaucoup de racines en profondeur. Donc on a aussi plus de vie dans le sol, on a plus de matière organique. Tout a été fauché, donc toute la matière organique est dans le sol. En fait, on a eu beaucoup de choses meilleures dans cette partie-là du jardin depuis 1 an. Cette partie-là a 1 an de retard. C'est pas très grave, mais je pense qu'il va peut-être galérer à un peu plus reprendre. Donc je pense que je vais le planter ici à peu près. Parce que du coup, j'ai pas tant planté de l'autre côté du jardin. Après, j'aimerais bien rajouter d'autres espèces, donc je pense que c'est pas mal. Et je pense qu'il faut aussi aller petit à petit. Si je vais trop vite, que je plante trop de trucs d'un coup, déjà je vais voir comment ça fait, comment ça marche. Il y a plus d'eau dans le sol ici. Là, en vrai, c'est un énorme kiff, hein. Tu plantes et tu te dis que peut-être dans 1 an, 2 ans, tu récupères des fruits, des feuilles, des trucs comme ça. C'est fou, hein.